Ultimatum bien illusoire qui prend fin ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. Samedi, un sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs avait donné 48 heures au M23 pour se retirer de Goma. Messieurs Kabila, Museveni et leurs homologues Mwai Kibaki du Kenya et Jakaya Kikwete de Tanzanie avaient aussi réclamé l'arrêt des hostilités. En échange, Kinshasa s'était engagé à prendre en compte les revendications légitimes des rebelles. La porte semblait donc ouverte pour des discussions. Jean-Marie Runiga, le président du M23, et Joseph Kabila s'étant même rencontrés brièvement en marge du sommet. Mais 48 heures plus tard, chacun campe toujours sur ses positions. Écoutez tout d'abord Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, qui insiste sur le retrait de Goma. Le président doit d'abord évaluer les accords de 2009 et que le président a accepté de tenir compte des griefs, de les étudier. Et pour autant qu'ils seront jugés légitimes, il va en tenir compte. Il n'y a pas encore de contact avec le M23. Ils doivent quitter Goma. Et d'ailleurs, on a raconté qu'il y aurait des contacts aujourd'hui. Le président a quitté Kampala, il est à Kinshasa. Et on a continué à parler de ces fameux contacts, comme si le président de la République démocratique du Congo ne peut pas contacter les Congolais. Il a déjà contacté d'autres rebelles plusieurs fois. Mais le fait est qu'il n'y a pas de programmation de contact avant qu'il n'ait quitté Goma. Comment qualifieriez-vous la rencontre de samedi entre le président Kabila et le chef des rebelles du M23, M. Runiga? Mensonge que tout cela. Le président était invité chez son homologue ougandais. Ils ont terminé leurs entretiens et au moment de partir, le président Museveni lui a demandé la permission de lui présenter des personnes du M23 qu'il avait convoquées, lui, le président Museveni, à Kampala pour leur notifier les décisions prises par les trois chefs d'État il y a quelques jours. Et le président Joseph Kabila a poliment accepté. Il leur a serré la main et il est parti. Il est rentré à Kinshasa. Lambert Mende joint à Kinshasa. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé hier le M23 à rendre immédiatement ses armes, comme le prévoient les accords de Kampala, et à procéder au retrait immédiat de ses forces de Goma. Le M23, lui, a d'ores et déjà exclu de se retirer de la ville sans négociation directe avec le pouvoir congolais. Voyez ce reportage de Primo Pascal Roudaegua, notre correspondant à Goma. Une accalmie précaire s'observe depuis 2 jours sur les lignes de front à Chacha, à environ 40 km au sud de Goma. Pendant ces temps, le M23 se prépare à mettre en place une nouvelle administration pour remplacer toutes les autorités en fuite. Le M23 ne quittera pas Goma à cause d'une simple déclaration de la CIRGL. Il exige le dialogue en premier lieu et les autres dispositions pourront suivre. Bertrand Bissimois, porte-parole politique du M23. Le gouvernement congolais veut maintenant que nous puissions partir de la ville par des simples paroles qu'il nous aurait données. Non, nous disons, pour partir de la ville, nous avons besoin de pouvoir nous retrouver avec lui sur la table de négociation pour que nous décidions les conditions de notre retrait. Peut-être que ce ne sera pas seulement de la ville de Goma, peut-être que ça sera notre retrait de tous les espaces que nous contrôlons présentement. Il faut que nous nous mettions d'accord sur la table de négociation avec le gouvernement congolais. Et ce ne sont que ces garanties-là qui pourront faire en sorte qu'il y ait une cessation d'état de belligérance entre le gouvernement congolais et nous. Donc nous disons que le retrait de ville ou de la ville de Goma passe par la cessation de l'état de belligérance entre nous et le gouvernement congolais. Pour la société civile du Nord Kivu, il s'agit d'une distraction. Paul Kagame devait tout simplement demander au M23 de se retirer, comme il l'avait fait en 2008 avec le CNDP de Laurent Nkunda. Thomas Dakemwiti, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Comment Paul Kagame peut utiliser une déclaration pour des choses que lui est en train de faire? Il faut seulement faire un acte, dire au M23 de quitter, et ça ne nécessitait même pas de réunions à Kampala. Donc il faut comprendre que c'est tout simplement une manière de tromper la vigilance des Congolais qui ont toujours été naïfs. On va y croire, on va croiser les bras, on va attendre, ça va prendre des années, des années. Les avis sont partagés à Goma. Certains ne veulent pas être dirigés par les rebelles, mais pour quelques acteurs politiques de l'opposition, entre deux mots, il faut choisir le moindre.
Rubens Mikindo est de l'UDPS. C'est une très bonne chose que tout ce monde-là soit parti. Et nous avons été les premiers d'abord à réclamer, c'est que nous puissions nous mettre autour d'une table pour que nous puissions régler cette question de la gestion de la province pendant cette période exceptionnelle. Aujourd'hui, parce qu'il y a la prise de Goma, on a vu vite Kabila courir à Kampala. Nous comprenons finalement qu'il faut le langage des armes pour que les Kabilis ou Kabila puissent comprendre. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Merci Primo. Sachez aussi que la ligne de front est plus ou moins stabilisée autour de Saké, que le M23 dit contrôler. L'armée congolaise, elle, affirme tenir ses positions autour de la ville et à Minova. En tout cas, la rébellion a repris les armes depuis le mois de mai. 6 mois déjà, les semaines passent et les populations kivussiennes souffrent toujours des combats entre les belligérants. Un statu quo dénoncé par le journaliste congolais Nikez Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses. On fait le cercle vicieux et on tourne en rond parce que Kinshasa demande d'abord le retrait du M23 de Goma pour négocier. Le M23 rétorque qu'il faut d'abord les négociations avant le retrait. Alors, on ne sent pas aussi la volonté de l'Ouganda et du Rwanda d'exiger du M23 de se retirer. Ça nous rappelle un peu les négociations en 1996 entre Feu Mobutu et Feu Laurent Désiré Kabila. On voulait une chose de son contraire à la fois. Est-ce que la venue de M. Runiga à Kampala, ce n'est pas déjà une première victoire pour le M23 ? Oui, c'est une victoire parce que de tout temps, le M23 demandait des négociations. D'abord sur les accords négociés en 2009. Aujourd'hui, ils ont allongé l'assiette de points pour les négociations. Là, pratiquement, c'est une remise en question de élections qui se sont déroulées en 2011. C'est une grande victoire parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est en position de faiblesse. Et si il refuse de négocier le M23 avec la pression, la forte pression militaire qu'il a, il peut toujours continuer à avancer. Donc, le président Kabila négocie en position de faiblesse. Ça, c'est reconnu. Est-ce que l'instabilité chronique depuis 15 ans dans l'est de la RDC ne vient pas de l'incapacité de Kinshasa de contrôler l'est du pays ? Effectivement, l'histoire se répète. Kinshasa est très loin, à 2000 km. Apparemment, les leçons de l'histoire, notamment de 1996, n'ont pas profité aux dirigeants congolais qui pratiquement oublient ou négligent l'est de la RDC. À ce moment-là, cette négligence ou cette légèreté dans la gestion de la chose publique permet à ce que ces groupes rebelles naissent et meurent à longue journée. On compte pas moins de 15 groupes rebelles dans les Kivu. Et là, le gouvernement a difficile effectivement à les déloger tous. Nikez Kibelbeloka joint. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les rebelles du M23 n'ont donc toujours pas quitté Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils exigent d'abord l'ouverture de négociations avec le gouvernement. Les autorités, elles, attendent l'application des recommandations des dirigeants des pays des Grands Lacs. Réunis en sommet ce week-end, ils ont demandé au M23 de se retirer de la ville en échange d'un dialogue politique. Des appels ont également été lancés par l'Union africaine et le secrétaire général des Nations Unies. Et Kinshasa reste ferme, il n'y aura pas de discussion tant que des rebelles se trouveront dans la capitale du Nord Kivu. Aucun combat n'a été signalé dans la région ces 2 derniers jours, mais les insurgés ont positionné des hommes jusqu'à Mushaki, à une 40aine de kilomètres à l'ouest de Goma. Reportage dans le territoire du Massissi de notre envoyé spécial Cyril Ben-Simon. Mushaki est une petite localité de maisonnettes en bois plantée au milieu des pâturages. Ce dimanche matin, les hommes en armes ont opté pour le bar plutôt que la messe. Les forces pro-gouvernementales se sont retirées quelques jours plus tôt en bon ordre. Le M23 est entré sans coup de balle. A priori, tout semble normal, mais à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, plusieurs femmes s'inquiètent pour leurs enfants. Les rebelles sont là, on n'a pas le choix, mais on craint que nos petits soient enrôlés, murmure une vieille dame. Un garçonnet acquiesce. Selon lui, depuis que le M23 est arrivé, 6 jeunes ont été engagés comme porteurs ou comme combattants. Faux, nous n'avons pas besoin d'enrôler des militaires. Alors pourquoi prendrions-nous des civils, rétorque le porte-parole de la rébellion. Quelques kilomètres après Mushaki, sur le bord d'une route bordée de bananeraies, d'eucalyptus et de plantations de maïs, plus aucun combattant n'est visible et Jean-Claude n'est pas pressé de les voir. Comme nous vivons, c'est très bien. Les groupes armés ne sont pas nécessaires ici. Est-ce que vous craignez que s'il y a un groupe armé qui vient ici, ils essayent de vous enrôler ? Oui, tel qu'on comprend dans les autres milieux où règne le M23, on commence à enregistrer les jeunes. Et vous ne voulez pas vous faire enregistrer dans un groupe armé ? C'est pas nécessaire.
Mais si on les dit, on ne peut pas refuser aux supérieurs. En poursuivant la route, un vieil homme prend son courage à deux mains pour faire partager ses craintes. Selon lui, le M23 est sur les collines et les Maïmaï du groupe des Niatura sont quelques kilomètres plus loin. Si ces deux groupes se rencontrent, dit-il, alors nous aurons encore des dérangements. Cyril Ben-Simon, Goma, RFI. Les villes de Goma et Saké sont donc toujours contrôlées par le M23. Les forces gouvernementales, elles, se sont repliées plus au sud la semaine dernière vers Minova. Et hier, elles ont reçu la visite du nouveau chef de l'armée de terre. Le général Olenga a procédé à une inspection des services et il a pris contact avec les commandants en poste dans la région. Il remplace le général Amissi, suspendu jeudi dernier. Son nom est cité dans un rapport des Nations Unies qui l'accuse d'être impliqué dans un trafic d'armes avec plusieurs groupes armés de la région. Et depuis quelques jours, le climat est tendu dans la région d'origine du général Amissi, au Maniema. Les explications de Kamanda Wakamanda Muzembe. Le volumineux rapport des Nations Unies dévoile plusieurs noms des personnes dont les activités auraient une implication dans la persistance de l'insécurité dans certaines parties de la RDC. Le général Gabriel Amissi alias Tango Fort y est cité, mais il n'est pas le seul officier de l'armée gouvernementale à figurer sur la liste. Un autre général ainsi que plusieurs officiers de rang inférieur sont également concernés. Pourquoi alors vouloir sanctionner Gabriel Amissi tout seul ? Dans le Maniema, province d'origine de ce chef militaire, des voix s'élèvent pour dénoncer une mesure sélective. Certains considèrent que l'on cherche à sacrifier Tango Fort pour empêcher un scandale qui mettrait à nu certaines ramifications jusque-là insoupçonnables. Les partisans du chef d'état-major de la force terrestre suspendue demandent à ce qu'ils appellent la hiérarchie d'appliquer la justice, mettre tout le monde en accusation ou tout simplement arrêter le simulacre. Ces supporters promettent de ne pas baisser les bras dans leur démarche pour soutenir Tango Fort. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. À Goma, l'économie tourne toujours au ralenti et les prix de certains produits ont doublé depuis la semaine dernière. Mais les commerces sont rouverts à l'exception de quelques banques. Et hier, les fidèles étaient assez nombreux à assister à la messe dominicale, comme à Bukavu où l'archevêque a dénoncé les faiseurs de guerre. Monseigneur Maroy s'interroge sur les raisons des affrontements. Nous aimerions que nous soyons plutôt chrétiens que crétins. Pourquoi cette guerre ? Ma préoccupation, pourquoi cette guerre ? Elle devait finir et finir définitivement pour que chacun habite son coin, dans son village. Vous comprenez pourquoi cette guerre ou vous ne comprenez pas ? Je comprends rien. Je ne sais pas si je comprendrai un jour. Nous nous demandons pourquoi on doit faire la guerre dans un pays aussi paisible comme celui-ci. Un pays où, même quand vous jetez un grain de haricot, il peut pousser et dans les 3 mois, vous commencez à y récolter quelque chose. Donc, celui qui veut vivre au Congo, celui qui veut travailler, qu'il soit congolais ou étranger, mais qui aime le Congo, il ne peut pas prétendre qu'il manque à faire ou qu'il doit prendre des armes pour pouvoir s'enrichir. Non, il y a de quoi enrichir tout le monde, nourrir tout le monde, et même au-delà du Congo, parce que le Congo peut nourrir, si pas les 3/4, au moins la moitié du peuple africain. L'archevêque de Bukavu au micro de Bruno Minas. Dans une heure, vous écoutez Zapping Info Congolaise. Tout de suite que Kinshasa refuse de négocier avec les rebelles du M23 avant tout retrait de la ville de Goma dans l'est de la RDC. Cette déclaration intervient au lendemain du sommet de Kampala qui appelait les rebelles à se retirer de cette ville dont ils ont pris le contrôle mardi dernier. Le président congolais Joseph Kabila a quitté l'Ouganda, mais il n'a pas rencontré les rebelles comme cela était prévu. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, joint par Claude Folly hier. Oui, ce n'est pas une position du seul gouvernement congolais. Je vous rappelle que vous isolez là le gouvernement congolais alors qu'il s'agit de la position de tous les 12 États, puisqu'ils sont 12 maintenant avec le Sud-Soudan qui a adhéré, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Donc, il ne faut pas ramener au seul Congo une position qui est partagée à l'unanimité par tous les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Mais il y a certains qui ont annoncé une réunion qui n'a finalement pas eu lieu. Personne n'a parlé d'une rencontre. Tout ce que les chefs d'État se sont convenus, c'est que le président Kabila s'est engagé à écouter le M23, à évaluer les accords que son gouvernement avait passés avec un certain nombre de mouvements armés en 2009, le M23 n'existait même pas alors, et enfin répondre aux griefs jugés légitimes de ceux qui formulent des griefs à l'endroit du gouvernement de la RDC. Personne n'a posé les choses en termes d'un calendrier comme on l'a fait pour le retrait de Goma.
Et le président, allant saluer son homologue, a reçu une demande de celui-ci, du président Museveni, s'il pouvait lui présenter la délégation qui était venue à Kampala à l'invitation du président Museveni pour recevoir notification des décisions de la région. Et le président a salué les membres du M23 et puis c'est parti. On parle d'une négociation, c'est pas comme ça qu'on négocie. Il les a salués. Maintenant, le président va réévaluer d'abord les accords de 2009 et s'il y a matière, il va pouvoir initier des contacts avec le M23. Nous ne sommes pas encore là. Tout ce qu'on entend maintenant, c'est qu'il quitte Goma et que la paix et la sécurité se réinstallent sur cet espace. Mais nous attendons beaucoup de cette résolution des 12 chefs d'État de la CIRGL qui a enjoint au M23 de quitter Goma en dehors les 48 heures. S'ils veulent défier les 12 États, libre à eux, mais ce n'est certainement pas dans leur intérêt. Question. Assistons à un dialogue de sourds entre gouvernement et rebelles après le sommet justement des Grands Lacs samedi à Kampala. Les chefs d'État présents avaient demandé au M23 de se retirer de Goma et aux dirigeants congolais d'entamer le dialogue avec la rébellion. Cette dernière a affirmé que ce dialogue devrait démarrer dimanche, mais n'a pas eu lieu. Kinshasa a exigé un retrait préalable des rebelles de Goma. René Abandi, chargé des relations extérieures du M23, était le chef de la délégation de ce mouvement à Kampala, où l'adjoint Michel Proust. Il se dit toujours optimiste quant à la possibilité de négociation avec le gouvernement congolais. Régie Abandi. On est étonné parce que samedi, on a rencontré le président Kabila à la résidence de Nakasero, au State House du président Museveni ici, et en présence du président Museveni. On est étonné qu'aujourd'hui, les gens de la présidence de Kinshasa nient ceci. Bon. On ne comprend rien. Donc lors de cette rencontre samedi, qu'est-ce qui a été décidé? C'est ce qui avait été décidé avec le président Kabila. Avec le président Kabila, il a été question de nous convenir sur le principe des négociations. C'est un principe qu'on se disait sans plus tarder. Les deux parties, ça veut dire le président Kabila et le président Runiga du M23, c'était convenu que nous allions commencer les négociations au lendemain. Dès que possible. Ça veut dire aujourd'hui matin, c'est dimanche, il était supposé qu'on pouvait les commencer. Et donc, c'était sans délai, quoi, si je peux ainsi dire. Donc, ces négociations n'ont pas eu lieu, et c'est-à-dire, selon vous, que le côté congolais, gouvernemental, a décidé de changer de position ou n'a pas respecté ses engagements? Je ne sais pas, je ne prends pas les voix des médias, je dois l'avouer que ce n'est pas par la directe s'ils commencent à poser des conditionnalités. Mais en tout cas, pour nous, on est toujours disposé. On n'a pas été encore saisi officiellement du changement de point de vue par le Kabila et son régime de manière officielle. Mais ces négociations s'annoncent assez mal puisque le gouvernement congolais a dit qu'il n'y aura pas de négociation tant que vous ne seriez pas retiré de Goma, et vous dites le contraire, que vous ne vous retireriez de Goma qu'après les négociations. C'est mal parti, mais encore une fois, c'est le régime qui décide de boycotter. Parce que tout ce qui a été dit, il était supposé du côté de CIGL, de la conférence des pays des Grands Lacs, qu'il n'y aurait pas de conditionnalité quant aux négociations. On est franchement étonné de voir que le régime du Kabila commence à poser des conditionnalités. René Abandi, le chargé des relations extérieures du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo et précisément dans l'est de ce pays. La crise se poursuit. Le chef militaire des rebelles du M23, Sultani Makenga, est arrivé aujourd'hui à Kampala en Ouganda où il doit s'entretenir avec les responsables militaires ougandais. Il s'agit d'une nouvelle rencontre destinée à trouver une solution à la guerre dans l'est du Congo. Ces dernières 48 heures, les appels aussi bien dans la région des Grands Lacs qu'au sein de la communauté internationale se sont multipliés en vue d'un retrait des rebelles du M23 de la ville de Goma tombé le 20 novembre dernier. Et le gouvernement congolais fait d'ailleurs de ce retrait un préalable à toute négociation avec le mouvement rebelle. Qu'en dit le M23? On écoute son chef politique, Jean-Marie Runinga. Il répond aux questions de notre correspondant à Goma, John Kanyonyo. Le retrait de la ville de Goma ne doit pas être un préalable. Ça doit être plutôt les résultats de ces négociations-là. Donc, si on veut faire du retrait de la ville de Goma le préalable pour le dialogue, ça ferait biaiser les choses.
On va se retirer pour aller où? Nous ne sommes pas des Rwandais, nous ne sommes pas des Ougandais, nous ne sommes pas des Burundais ou des Tanzaniens pour que nous puissions nous retirer et aller ailleurs. Pourquoi le gouvernement de Kinshasa doit dire que nous devons nous retirer d'abord? Qui retire d'abord les réserves de l'air, qui retire d'abord les ADF-NAM et les autres groupes négatifs qui font la loi en République démocratique du Congo. Donc, je ne pense pas que ça puisse être un préalable, ça doit être le fruit des négociations. Le M23 s'est saisi de beaucoup d'armes au niveau du port de Goma, de l'aéroport aussi, dans le cas Katindo. Ces armes vont vous servir de continuer avec la guerre ou ça servira pour la sécurisation de l'Est de la RDC? Préoccupation, c'est pas vraiment la guerre. On veut que le gouvernement de Kinshasa, qui a des problèmes au pays, que rien ne marche, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, rien ne marche et que l'on puisse dialoguer pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Notre option pour le moment, c'est le dialogue et nous en appelons de tous nos vœux. Le M23 a été accusé d'être à la base de plusieurs exactions. Le rapport de Human Rights Watch et des experts des Nations Unies a été battu en brèche par les populations qui occupent ces milieux-là. Il y a une marche de jeunes pour dénoncer, ces rapports-là. Nous avons une armée disciplinée, une armée structurée. Notre armée, avec notre police, s'occupe de la protection des biens des personnes. C'était Jean-Marie Roninga, le chef politique du mouvement du 23 mars. Et sachez que le président congolais Joseph Kabila a rencontré samedi dernier pour la première fois des représentants du M23 dans la capitale ougandaise à l'issue d'un sommet extraordinaire des pays de l'Afrique des Grands Lacs. Ces derniers ont laissé 48 heures aux insurgés pour évacuer Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dont ils se sont donc emparés mardi dernier, toujours en République démocratique du Congo. Et sur un autre plan, l'épidémie de fièvre Ebola qui avait été déclarée le 17 août dans le secteur d'Issiro, dans le nord-est du pays, a été déclarée terminée le 23 novembre après avoir fait 34 morts. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange Numbi. Selon le rapport du ministre, 62 cas ont été enregistrés et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 11 octobre en province orientale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À craindre dans l'est de la RDC, notamment à Goma, ville du Nord Kivu prise par le M23 la semaine dernière. L'ultimatum fixé à Kampala pour le retrait des rebelles de cette localité a expiré cette nuit et un porte-parole de l'armée congolaise n'a pas exclu de contre-attaquer sous peu pour déloger l'ARC, l'aile militaire du M23. De leur côté, les rebelles campent sur leur position, bien que le chef militaire du M23, Sultani Makenga, ayant rejeté l'exigence de se retirer sous 48 heures, ait dit dans la presse que le M23 pourrait accepter de quitter Goma. Le mouvement du 23 mars a été sommé samedi de se retirer de cette ville stratégique avant lundi soir par les présidents ougandais, congolais, kenyans et tanzaniens, alors réunis en sommet à Kampala. Les rebelles doivent se retirer à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma pour que Kinshasa prenne en compte leurs revendications, selon les décisions du sommet. Toutefois, le M23 veut des discussions directes avec Joseph Kabila avant tout retrait. Dans ce climat de tension, les forces armées congolaises ont concentré des troupes à Minova pour stopper une éventuelle avancée des rebelles vers Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Écoutez le colonel Olivier Amouli, porte-parole de la 8e région militaire des forces armées congolaises. L'armée congolaise, elle a la mission régalienne de protéger les frontières nationales, de garantir la souveraineté nationale. Et donc, on n'a pas à se justifier face à une rébellion qui a fait de martyrs notre population. Nous sommes là, devons garantir cela. Ils sont appelés à quitter la ville de Goma et s'ils veulent se réjouir, certainement que nous ne pouvons pas les laisser là-bas, quel que soit le temps que ça va prendre, mais aussitôt, on va les déguerpir de là. Ce sont des ordres qui sont issus des démarches politico-diplomatiques. S'ils ne veulent pas, on va les attaquer et on va nécessairement libérer notre population. Est-ce que l'on craint que le M23 attaque également la ville de Bukavu? Ils n'ont pas un esprit à étendre un esprit expansionniste. Ils ne sont pas encore à mesure de consolider Goma. Ils ne peuvent pas avoir l'esprit d'expandre leurs prétentions en dehors de Goma, en dehors de Sake,
parce que même là-bas, on va les déloger et ils doivent quitter, nécessairement. Alors, est-ce que la ville de Bukavu est bien protégée Non seulement la ville de Bukavu, mais aussi la ville de Goma et la cité de Sake doivent être protégées, même Rutshuru, même Bunagana, même Runyoni, parce que c'est le Congo. Un certain nombre de soldats congolais ont déserté depuis cette avancée, le font encore, depuis cette avancée du M23. Est-ce que l'armée est assez consolidée pour contrer le M23 aujourd'hui? On n'a pas enregistré de désertion, madame. Lorsque les rebelles ont attaqué la ville de Goma, ils ont coupé tous les axes de ravitaillement et il s'est fait qu'il y a certains militaires qui se sont retrouvés, surtout pour la plupart des policiers, entre leurs mains. Mais ce n'est pas qu'il y a eu défection. Les défections, il y a eu au sein des FARDC des gens du M23, de ces officiers-là qui sont des renégats. Sultani Makenga, le chef de cette rébellion, le chef militaire, aurait dit que le M23 pourrait accepter de quitter Goma. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait éviter une future confrontation? Ils ont détruit le camp de Kanyaruchinya. C'est même déplacés de guerre, ils se sont réfugiés à Mugunga. Ils ont encore détruit. Et donc, pour nous, le souci majeur, c'est la protection des populations civiles. Pour autant que nous puissions entrer dans la ville de Goma sans qu'il y ait baie de sang, ça nous arrange parce que c'est du sang. On ne pourrait pas entrer dans la ville de Goma en train de faire couler encore du sang. Et ça, nous le garantissons. Donc, vous prévoyez une contre-attaque sur la ville de Goma. Cela pourrait se faire dans combien de jours? Si les rebelles ne veulent pas se retirer de la ville de Goma, autant que les accords l'ont prévu, et donc, la population congolaise ainsi que la communauté internationale va tirer les conclusions des droits. Mais il s'est fait que nous devons à tout prix, avec la MONUSCO, protéger la population de Goma et nous devons à tout prix rester avec elle parce que l'objectif final pour nous, c'est de protéger chaque mètre carré du territoire national congolais. On reproche souvent à la MONUSCO son manque d'efficacité. Aujourd'hui, quel type de collaboration envisagez-vous? Comment allez-vous procéder pour reprendre cette ville? Est-ce que la MONUSCO va vous soutenir? La MONUSCO a toujours été notre partenaire officiel, quelles que soient les faiblesses. Autant que nous aussi, nous en avons, quels que soient les moyens que la MONUSCO en a, il les déploie en faveur des FARDC, en faveur du gouvernement congolais. Elle fait tout ce qu'elle peut à ce qui nous concerne, nonobstant quelques faiblesses. On a beaucoup parlé du manque de moyens de l'armée congolaise. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez disposer des moyens suffisants pour mener à bien votre mission? L'ennemi profite uniquement de notre état embryonnaire d'organisation. Mais néanmoins, avec les moyens de bord, nous sommes en train de nous débattre et de défendre notre population, de défendre notre nation. Le colonel Olivier Amouli, porte-parole de la 8e région militaire des forces armées congolaises. Lors de la prise de la capitale du Nord Kivu par les rebelles du M23, nombre d'officiels ainsi que le gouverneur de la province, Julien Paluku, ont quitté Goma. L'école a repris hier et le M23 multiplie les opérations de charme auprès de la population et les rencontres avec la société civile et l'opposition congolaise, tout en envisageant de reprendre en main l'administration provinciale. L'ancien porte-parole du gouverneur et ex-député national Jean-Louis Kiaviro, aujourd'hui président de Fraternité Patriotique, une ONG luttant contre la mauvaise gouvernance, donne des nouvelles de M. Paluku avant de dresser un plan de la situation humanitaire à Goma et aux alentours. Je peux vous assurer qu'il est à Kinshasa. Parce que Kinshasa, il devait se rendre à Beni, parce que toutes les institutions provinciales fonctionneront à partir de Beni, où se trouvent déjà les vice-gouverneurs et le président de l'Assemblée, quelques députés provinciaux et quelques hauts magistrats. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que vous collaborez avec le M23? Non, par principe, je ne puis ni collaborer avec ceux qui, manifestement, gèrent très mal la République, ni avec ceux qui pensent que la solution à des problèmes de cette République passe par les armes, par les larmes et par les sangs. Au niveau du gouvernorat, est-ce que vous voulez dire par là que certains notables vont discuter avec le M23 pour installer un nouveau gouverneur, ou est-ce que l'on part du principe qu'un nouveau gouverneur va être installé par Kinshasa? Jusque-là, la question n'a pas été évoquée par le M23 qui est ici à Goma, qui a multiplié des réunions avec toutes les tendances politiques. Le M23 est dans une sorte d'offensive de charme en termes de mobilisation. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas encore de remplacement du gouverneur, d'une manière, je peux dire, officielle, mais le vice-maire de la ville a été maintenu, les bourgmestres des communes ont été maintenus, et il faut dire que la politique
Maintenant, au niveau de Goma, on constate que le mouvement qui a pris la ville a plutôt tendance à se faire aimer de la population. On sent qu'il y a un fort souci de communiquer, d'expliquer, d'échanger avec les notabilités. Et quand il y a des questions, même au niveau des médias, on sent qu'on laisse les partis de l'opposition, de la majorité et la société civile s'exprimer et poser des questions. Quant à ce qui est de changer le gouverneur, ils ont annoncé dans une réunion d'un responsable politique du M23 avec la presse locale que bientôt ils vont désigner un gouverneur. Je ne sais pas quelle sera la procédure, je ne sais pas quelle sera la personne qui sera désignée, mais ils ont annoncé qu'ils désigneront un gouverneur. Ce gouverneur, quel sera son espace? Qu'en sera-t-il de ce qui a été discuté à Kampala? En sera-t-il de ce que pensent les Nations Unies? Tout cela est assez compliqué. Mais il faut dire qu'ici à Goma, on est aussi un peu anxieux par rapport à la contradiction flagrante qu'il y a entre ce qui a été décidé à Kampala et qui a été répercuté au niveau africain et international et ce qui se trame sur le terrain. Notamment, on sent que les FARDC préparent une contre-offensive et que les M23 sont prêts à répliquer. Et donc, ceci inquiète la population. Aussi, la situation des déplacés de guerre, ceux qui sont retournés à Nyiragongo n'ont rien, absolument rien. Ils sont démunis de tout. Et la ville de Goma, jusque-là, n'a pas de courant. Il y a que l'éclairage public qui est là. Il y a aussi la régie des eaux qui devait fournir l'eau courante, qui vient à peine d'être renforcée par l'ICCN avec des groupes électrogènes. Et puis, il y a aussi les institutions bancaires et financières qui ne fonctionnent pas, si bien que les ménages et les transactions financières sont quand même dans une passe assez difficile. Mais au-dessus de tout cela, les habitants de Goma ont surtout peur de revoir la ville devenir pour la deuxième fois en moins d'un mois un champ de bataille. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, jusqu'ici, si vous avez le sentiment, malgré tout ce que vous venez de dire, que la ville vit plutôt dans une atmosphère paisible ou si au contraire il y a des pillages ou des délits, des actes criminels contre la population? Les actes qui sont constatés sur le territoire qui contrôle le M23 et ici le territoire qui contrôle le gouvernement, il y a des choses dont se plaigne la population, notamment du côté de Minova, qui est contrôlé par les FARDC, on a signalé des pillages et des viols. Et ici à Goma, la radio Okapi qui a annoncé qu'il y a des résidences et des bureaux qui ont été pillés. Mais le M23, il faut dire, essaye de rassurer en disant que ce n'est pas l'organisation qui est coupable, mais des éléments indisciplinés. Toujours est-il que le climat général dans la ville est plutôt apaisé, puisque les élèves ont repris le chemin de l'école et les étudiants ont repris le chemin de la faculté. Bien sûr, d'une manière timide, moins du quart étaient à l'école, moins du quart étaient à la faculté, mais les activités académiques et scolaires ont bel et bien repris à Goma ce lundi. Jean-Louis Kiaviro, président de Fraternité Patriotique, était joint à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC relevons tout de suite que Kinshasa refuse de négocier avec les rebelles du M23 avant tout retrait de la ville de Goma dans l'est de la RDC. Cette déclaration intervient au lendemain du sommet de Kampala qui appelait les rebelles à se retirer de cette ville dont ils ont pris le contrôle mardi dernier. Le président congolais Joseph Kabila a quitté l'Ouganda, mais il n'a pas rencontré les rebelles comme cela était prévu. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, joint par Claude Folly hier. Oui, ce n'est pas une position du seul gouvernement congolais. Je vous rappelle que vous isolez là le gouvernement congolais alors qu'il s'agit de la position de tous les 12 États, puisqu'ils sont 12 maintenant avec le Sud-Soudan qui a adhéré, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Donc, il ne faut pas ramener au seul Congo une position qui est partagée à l'unanimité par tous les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Mais il y a certains qui ont annoncé une réunion qui n'a finalement pas eu lieu. Personne n'a parlé d'une rencontre. Tout ce que les chefs d'État se sont convenus, c'est que le président Kabila s'est engagé à écouter le M23, à évaluer les accords que son gouvernement avait passés avec un certain nombre de mouvements armés en 2009, le M23 n'existait même pas alors, et enfin répondre aux griefs jugés légitimes de ceux qui formulent des griefs à l'endroit du gouvernement de la RDC. Personne n'a posé les choses en termes d'un calendrier comme on l'a fait pour le retrait de Goma. Et le président, allant saluer son homologue, a reçu une demande de celui-ci, du président Museveni, s'il pouvait lui présenter la délégation qui était venue à Kampala à l'invitation du président Museveni pour recevoir notification des décisions de la région. Et le président a salué les membres du M23 et puis c'est parti. On parle d'une négociation, c'est pas comme ça qu'on négocie. Il les a salués. Maintenant, le président va réévaluer d'abord
les accords de 2009, et s'il y a matière, il va pouvoir initier des contacts avec le M23. Nous ne sommes pas encore là. Tout ce qu'on entend maintenant, c'est qu'il quitte Goma et que la paix et la sécurité se réinstallent sur cet espace. Mais nous attendons beaucoup de cette résolution des 12 chefs d'État de la CIRGL qui enjoint au M23 de quitter Goma en dehors les 48 heures. S'ils veulent défier les 12 États, libre à eux, mais ce n'est certainement pas dans leur intérêt. Question. Assistons à un dialogue de sourds entre gouvernement et rebelles après le sommet justement des Grands Lacs samedi à Kampala. Les chefs d'État présents avaient demandé au M23 de se retirer de Goma et aux dirigeants congolais d'entamer le dialogue avec la rébellion. Cette dernière a affirmé que ce dialogue devrait démarrer dimanche, mais n'a pas eu lieu. Kinshasa a exigé un retrait préalable des rebelles de Goma. René Abandi, chargé des relations extérieures du M23, était le chef de la délégation de ce mouvement à Kampala, où l'adjoint Michel Proust. Il se dit toujours optimiste quant à la possibilité de négociation avec le gouvernement congolais. Régie Abandi. On est étonné parce que samedi, on a rencontré le président Kabila à la résidence de Nakasero, au State House du président Museveni ici, et en présence du président Museveni. On est étonné qu'aujourd'hui, les gens de la présidence de Kinshasa nient ce fait. Bon, on ne comprend rien. Donc lors de cette rencontre samedi, qu'est-ce qui a été décidé? C'est ce qui avait été décidé avec le président Kabila? Avec le président Kabila, il a été question de convenir sur le principe des négociations. C'est un principe qu'on se disait sans plus tarder. Les deux partis, ça veut dire le président Kabila et le président Runiga du M23, c'était convenu que nous allions commencer les négociations au lendemain, dès que possible. Ça veut dire aujourd'hui matin, c'est dimanche, il était supposé qu'on pouvait les commencer. Et donc, c'était sans délai, si je peux ainsi dire. Donc, ces négociations n'ont pas eu lieu, et c'est-à-dire, selon vous, que le côté congolais, gouvernemental, a décidé de changer de position ou n'a pas respecté ses engagements? Je ne sais pas, je ne prends pas les voix des médias, je dois l'avouer que ce n'est pas par la directe s'ils commencent à poser des conditionnalités. Mais en tout cas, pour nous, on est toujours disposé, on n'a pas été encore saisi officiellement du changement de point de vue par le Kabila et son régime de manière officielle. Mais ces négociations s'annoncent assez mal puisque le gouvernement congolais a dit qu'il n'y aura pas de négociation tant que vous ne seriez pas retiré de Goma, et vous dites le contraire, que vous ne vous retireriez de Goma qu'après les négociations. C'est mal parti, mais encore une fois, c'est le régime qui décide de boycotter. Parce que tout ce qui a été dit, il était supposé du côté de CIGL, de la conférence des pays des Grands Lacs, qu'il n'y aurait pas de conditionnalité quant aux négociations. On est franchement étonné de voir que le régime du Kabila commence à poser des conditionnalités. René Abandi, le chargé des relations extérieures du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Situation pour commencer dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 n'ont pas quitté Goma. Les dirigeants des pays des Grands Lacs leur avaient donné jusqu'à hier soir pour évacuer la capitale de la province du Nord Kivu, mais le M23 refuse de partir tant que des négociations politiques n'auront pas été entamées avec le gouvernement congolais. Il contrôle donc toujours Goma et Saké. Les forces gouvernementales, elles, sont repliées à une vingtaine de kilomètres. De nombreux soldats sont rassemblés à Minova, où se trouve depuis dimanche le nouveau chef de l'armée de terre. Il a assuré hier que l'armée préparait une contre-attaque. Bruno Minas. Le général François Olinga affirme que l'armée congolaise est maintenant prête à donner l'assaut et qu'elle va déloger le M23 de Goma. Nous sommes en ordre de bataille, chacun est à son poste, dit-il. Le général Olinga ne précise pas si cet assaut aura lieu à court terme, mais selon lui, l'armée a la capacité de le lancer à tout moment, maintenant que l'ultimatum de retrait du M23 a expiré depuis hier soir. Le nouveau chef de l'armée de terre vient de passer 2 jours à Minova, une localité à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Goma, où sont concentrés une bonne partie des FARDC. J'ai remis de l'ordre, dit-il, reconnaissant que certains de ces hommes ont commis des exactions. Il affirme qu'ils seront poursuivis. On apprenait hier que 579 soldats sont passibles de sanctions pour être revenus de leur propre initiative du Nord Kivu vers le Sud Kivu sans ordre de mission, une sorte de débâcle à laquelle la nouvelle hiérarchie a décidé de mettre fin. Des témoignages ont fait état de pillages à Minova
Minova et la MONUSCO, la force des Nations Unies, enquête sur 16 cas de viol. Bruno Minas, Bukavu, RFI. Plutôt en retrait dans cette crise depuis quelques mois, l'Union africaine a consacré hier une réunion extraordinaire à la situation dans l'est de la RDC. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation a appelé à la fin des violences. Et Ramtan Lamamra, président de ce conseil, a prévenu qu'une force internationale neutre pourrait être envoyée dans la région. Grégoire Portier. Lundi matin, un rapport avait pointé l'engagement trop prudent de l'Union africaine sur la crise qui secoue depuis avril l'est de la République démocratique du Congo, l'UA ayant été par exemple beaucoup plus discrète que sur le cas malien. C'est que la situation est compliquée dans cette région chroniquement instable où les intérêts de plusieurs pays sont engagés. Dans la soirée, la commission Paix et Sécurité a ainsi fermement condamné l'action armée du M23 et affirmé que la Tanzanie serait prête à envoyer un bataillon dans la zone où 6700 casques bleus de la MONUSCO sont déjà basés. Mais elle a aussi enjoint les autorités congolaises à discuter avec les rebelles. Ramtam Lamamra. Le président Kabila a exprimé cette volonté de prendre en charge les revendications et de donner satisfaction à celles qui auront été considérées comme étant légitimes. Le président de la conférence pour la région des Grands Lacs a déjà établi un rapport qu'il a soumis au président Kabila, et dès lors qu'il est indiqué dans le communiqué qu'il y a des revendications légitimes, on peut penser que ces revendications-là seront dûment prises en compte. Ramtam Lamamra n'en dira pas plus sur les exigences du groupe rebelle qui pourraient être acceptables. Quant aux éventuels soutiens au M23 de pays voisins du Congo, il a jugé raisonnable d'attendre les conclusions d'une enquête qu'il a promis de lancer. Grégoire Portier, Addis Abeba, RFI. Pour l'instant, gouvernement congolais et rebelles ne sont donc pas d'accord. Les mutins du M23 exigent l'ouverture de négociations avant de quitter Goma. Les autorités, au contraire, considèrent leur départ de la ville comme une condition à toute discussion. À Goma, la vie reprend doucement, les mototaxis circulent de nouveau, les écoles ont rouvert leurs portes, les commerces aussi, à l'exception de quelques banques. En revanche, les médias favorables au gouvernement congolais sont fermés, c'est le cas de Digital et de RTNC. Certains journalistes ne se sentent pas en sécurité dans la capitale du Nord Kivu et l'inquiétude commence à gagner Bukavu. La ville redoute une possible avancée des rebelles et plusieurs journalistes ont déjà été menacés, Bruno Minas. Tu as toujours écrit, maintenant le moment d'écrire dans la pierre est arrivé. C'est un exemple de texto reçu par une journaliste de Bukavu. Ici, on prend les menaces au sérieux et pour cause, 3 assassinats de journalistes entre 2007 et 2009, sans compter de nombreux défenseurs des droits de l'homme. Depuis l'offensive M23 sur Goma, ça recommence. Intimidation, textos anonymes, et cela va parfois plus loin. Donna Moussama, directeur de Radio Iriba. Le soir, quand vous avez fini, chez vous à la maison, vous pouvez recevoir des hommes armés, en uniforme non autrement identifiés comme on les appelle ici, qui viennent vous visiter, qui peuvent vous enlever, qui peuvent vous tuer. Le week-end dernier, la patronne d'un journal et un directeur de radio-télévision sont partis en catastrophe vers le Burundi. L'unité de protection de la MONUSCO le leur a conseillé. Du côté des autorités, on estime que c'est exagéré. Emmanuel Moulindois dirige la communication du gouverneur. Quand on me dit qu'il y a un journaliste qui a fui, je me dis c'est peut-être une voie pour aller en Europe et avoir un visa pour cela. Cette affirmation est confirmée par la MONUSCO. Beaucoup de demandes de protection sont infondées. Il n'en reste pas moins qu'exercer ici relève du sacerdoce, comme l'exprime Colette Salima de l'ONG Journalistes en danger. On a comme l'impression, je me dis, en faisant ce travail-là, on pourra quand même changer les choses, parce que si on ne le dit pas, qui le dira à notre place? Les gens ne voient jamais le courage que les journalistes ont. Bruno Minas, Bukavu, RFI. Dans la capitale, de nombreux habitants souhaitent aussi éviter de nouveaux combats. Une dizaine de personnalités de l'opposition et de la société civile des différentes provinces ont signé une déclaration des partisans des négociations républicaines. Les discussions sont la seule solution pour sortir de la crise, selon eux. Et dans les rues de Kinshasa, certains habitants ont fait part de leur colère concernant les attaques menées par le M23. Reportage au marché de la Liberté de Kamanda ou à Kamanda Muzembe. Dans les quartiers est de Kinshasa, on s'en souvient, en 1998, c'était pour la première fois que la guerre se déroulait dans la capitale. Venus de la province du Bas-Congo, les rebelles du RCD Goma avaient été tenus un échec par la seule volonté des habitants de cette partie de la ville. Et pour récompenser cette bravoure, Mzee Laurent Désiré Kabila dut construire un marché moderne, le marché de la Liberté. Et ce sont les vendeurs de ce marché qui se sont réunis pour rappeler encore une fois à la résistance des populations congolaises contre, je cite, l'aventure du M23.
Madame Fatouma Mangaza Louowe, responsable du marché de la liberté. La population congolaise en général et celle du marché de la liberté en particulier dit non au M23, qui n'est ni plus ni moins qu'un agresseur connu et non un libérateur. Notre devise est et restera toujours ne jamais trahir le Congo. D'autres habitants de Kinshasa estiment de leur côté que le gouvernement ferait œuvre utile en négociant avec la nouvelle rébellion du Nord Kivu, question de permettre le retour à la paix dans cette partie du pays. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Toujours en République démocratique du Congo, le procès de l'affaire Floribert Chebeya reprend aujourd'hui. Ce militant des droits de l'homme avait été assassiné en juin 2010. 8 policiers sont jugés en appel, 3 d'entre eux par contumace. Pour mémoire, l'organisation fondée par Floribert Chebeya, la Voix des Sans-Voix, s'est retirée des partis civils pour protester contre la non-comparution de John Numbi, chef de la police au moment des faits. RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Jour du M23, c'est bientôt fini. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les dirigeants politiques et militaires du M23 depuis Kampala et Goma. D'ici vendredi, la rébellion du 23 mars s'engage à retirer ses militaires de la capitale du Nord Kivu et même jusqu'à 20 km au nord, conformément aux recommandations des chefs d'État de la CIRGL. Le chef politique du M23, Jean-Marie Runiga, a déclaré au cours d'une conférence de presse à Goma que son mouvement posait néanmoins des conditions à ce retrait, notamment l'arrestation du général John Numbi, soupçonné dans le meurtre de l'activiste Floribert Chebeya, la libération sans condition des prisonniers politiques, la dissolution de la CENI et la levée de la privation des mouvements d'Étienne Tshisekedi. Nicolas Pinault a joint Jean-Marie Runiga qui confirme le retrait du M23 d'ici vendredi. Ce que vous devez savoir est que le M23 a été toujours dès le début partisan du dialogue. Nous voulons que la paix soit dans notre pays. Si le chef d'État de la région considère que le retrait des militaires du M23 dans la ville de Goma peut contribuer à la paix, tant mieux. Mais nous allons le faire parce que notre priorité. Le M23 aura-t-il quitté la ville de Goma d'ici vendredi ? Les militaires, oui, nous aurons accompli notre devoir et on va voir ce que le gouvernement va faire de son côté. Parce que la résolution, non seulement elle demande aux militaires du M23 de se retirer de la ville jusqu'à 20 km, mais on a demandé aussi à Kinshasa de pouvoir nous écouter, de pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui ont été posés. L'M23 se réserve le droit de pouvoir se défendre. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien, que demandez-vous concernant l'armée congolaise et les groupes rebelles dans l'Est ? Je dis que d'abord, les FARDC doivent cesser de coaliser avec les FDLR, les groupes armés étrangers qui pillent, qui violent, qui massacrent notre population et qui déstabilisent les États voisins, qui sont à la base de l'insécurité à l'Est, les ADF-NALU et les FNL. Que les FARDC, que le président Kabila puisse couper tout contact avec ces gens-là et qui leur demande de pouvoir se retirer. Parce que si on dit au M23 de se retirer, les M23, ce sont des Congolais, c'est un mouvement congolais. On ne peut pas accepter que l'M23 se retire et que les étrangers continuent à faire des choses contre nos populations. De deux, si nous nous retirons, on doit être sûr que les FARDC ne vont plus revenir pour tuer la population de Goma. Nous devons avoir des assurances parce que nous l'avions fait à Rutshuru et à Kiwanja il y a quelques mois. Les FARDC et les FDLR sont entrés, ils ont tué, ils ont pillé et ils ont violé. Donc, il faut nous rassurer que la population de la ville de Goma sera toujours sécurisée. Et demain, je vais poser la question à notre population parce que je vais avoir un meeting populaire. Le M23 va-t-il aussi se retirer de Saké, du Massissi ? On a dit 20 km au nord. 20 km au nord, si c'est 20 km, ça n'arrive pas à Saké. Parce que Saké, c'est 27 km. Nous allons nous retirer à 20 km au nord. Êtes-vous sur la même longueur d'onde que le général Makenga ? Oui, il n'y a pas de contradiction entre moi et le général Makenga. Nous parlons le même langage. Je lui parle comme militaire. Moi, je parle comme journaliste de fait politique. Et je dois anticiper les événements. C'est ce que je fais maintenant. Jean-Marie Runiga, chef civil du M23. Au niveau du gouvernement, c'est avec un scepticisme prudent que l'on a accueilli les promesses de M. Runiga. Écoutons d'abord le porte-parole Lambert Mende. Non, nous ne le croyons pas parce que nous sommes habitués à des tours de pirouette de ces gens qui n'ont aucun sens de la dignité ou de la parole donnée. Nous ne le croirons que quand nous le constaterons des visus lorsqu'ils auront
définitivement quitter Goma et que le calvaire de nos concitoyens aura pris fin. Et à ce moment-là, nous pourrons faire foi en ce qu'ils disent, parce qu'ils nous ont habitués à des faux engagements. Est-ce que votre scepticisme aurait pour base les conditions posées par le M23 ? Pas du tout. Ces conditions, c'est des enfantillages. Ils savent très bien que personne ne croit, pas plus eux-mêmes que d'autres, en la réalisation de ces conditions qui s'ajoutent en fait à des conditions sur lesquelles tous les chefs d'État de la région avaient travaillé et qui s'écartent même de l'objet de leur mouvement qui s'appelle M23 en référence à des engagements pris en 2009, le 23 mars, par le gouvernement qui a conclu des accords avec 55 groupes armés actifs dans le Kivu, dont le CNDP. Chaque jour qui passe, ce monsieur glane les faits divers dans les médias congolais et essaye de rajouter des conditions comme pour se faire accepter par une opinion qui les rejette totalement. Et donc, nous n'attachons pas beaucoup d'importance à ces agitations, ce verbiage complètement infantile. Notre pessimisme est fondé sur le fait qu'ils n'ont pas exécuté des engagements qu'ils avaient pris devant des chefs d'État et qu'ils prétendent exécuter des engagements pris devant des chefs d'État-major. Donc, nous demandons à voir, c'est possible qu'ils vont le faire, mais nous ne le croyons pas. De toute façon, M. Runiga a dit à La Voix de l'Amérique qu'il faut que les FARDC ne retournent pas à Goma. Est-ce possible? Une fois de plus, Runiga sait bien qu'il n'a aucune initiative à cet égard. Les chefs d'État ont déjà décidé. Il n'a aucun mandat pour empêcher les forces armées d'un pays de se trouver dans un point quelconque du territoire de ce pays. Personne n'a élu un certain Runiga à quelque responsabilité que ce soit pour qu'il puisse s'opposer ou accepter que les forces armées soient quelque part. Il n'y a qu'un gouvernement légitime, un régime légitime, comme le communiqué de Kampala l'a rappelé, ce qui est le cas du président Kabila, qui a le pouvoir de déployer une armée ou d'empêcher une armée d'aller quelque part. Donc pas Runiga. Je pense que là aussi c'est des enfantillages pour faire perdre du temps aux gens et se donner le temps peut-être de parachever le pillage de Goma qu'ils ont commencé et qu'ils n'auraient pas fini s'ils avaient respecté le deadline fixé par les chefs d'État. Il va donc y avoir un réexamen des accords de 2009. Tout à fait. Nous l'avons accepté. Le gouvernement congolais a déjà commencé à travailler là-dessus? Non, il faut que Runiga et ses camarades quittent Goma. À ce moment-là, le réexamen de ces accords de 2009 commencera, pas avant. Le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. À présent, la réaction de Raymond Tshibanda, le ministre congolais des Affaires étrangères. Il y a une perspective de retour à la normale et je ne peux que m'en féliciter. Et féliciter les chefs d'État de la région qui ont pris des décisions et qui sont en train de veiller à leur application. Mais bien entendu, nous restons vigilants et nous attendons de voir si cela va se concrétiser. On me fera remarquer que le délai initialement donné a été dépassé. On me fera peut-être remarquer que hier, le chef d'état-major général des États de la région avait souhaité que ce retrait commence aujourd'hui et se termine demain. Mais le plus important à ce stade, c'est de constater que l'M23, qui semblait réticent au début, commence à prendre des positions qui sont fort conformes à celles qui sont attendues de lui. Des négociations vont-elles s'ouvrir avec le M23 ? Bon, il ne s'agit pas de négociations. Nous avons dit depuis le début que nous étions prêts à écouter le M23 et à procéder ensemble à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord signé avec le mouvement qui a précédé le M23 et qui à l'époque s'appelait le CNDP. Depuis 2 mois, sous la présidence ougandaise, cet exercice a commencé. Maintenant, un rapport a été préparé par la présidence ougandaise. Sur la base de ce rapport, oui, nous sommes disposés à nous asseoir avec le M23, à les entendre et à examiner ce qu'ils ont grief au regard de l'accord signé en 2009 et des rapports de mise en œuvre de cet accord. Le plus important pour moi, c'est de travailler pour qu'on arrive au résultat recherché, à savoir le retour à la paix et à la stabilité dans la région. Cela dit, je pense que les signes que je perçois ces derniers jours semblent indiquer que nous allons dans la bonne direction. Il y a près de 4 mois, j'ai dit au peuple congolais que j'avais la conviction que nous allions finir par résoudre cette crise et y mettre fin de manière définitive. Et telle demeure ma conviction. Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, au micro. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Nous commençons par la RDC où le M23 a déclaré hier qu'il va se retirer de Goma, occupé depuis le 23 novembre et ce d'ici vendredi au plus tard. Le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme que lorsque le M23 se sera retiré de Goma, le président Kabila va procéder à un réexamen des accords de 2009 et répondre aux préoccupations jugées légitimes. Lember Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, au micro de Mme Kambel Touré. Nous attendons de le voir pour le croire parce que nous avons été habitués aux pirouettes de ceux que nous avons en face de nous. Nous n'avons aucune confiance en la parole de gens qui changent aussi bien de cahier de revendication comme on change de chemise chaque jour. Cependant, il y a une sorte de garantie car il y a la réunion des chefs d'état-major des Grands Lacs vendredi à Goma pour constater l'effectivité de ce retrait. J'espère que cette garantie sera considérée comme telle parce que je ne vois pas une instance beaucoup plus importante à cet égard que le sommet des chefs d'État qui avait donné 48 heures sans se faire respecter. Touchons du bois, nous verrons bien ce qui va se passer. En ce qui nous concerne, nous estimons que le rétablissement de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne peut faire l'objet d'aucune tractation et que, à défaut de l'obtenir par cette voie que nous avons préférée, qui est celle qui nous fasse économiser des vies humaines à travers la CIRGL, nous obtiendrons notre intégrité territoriale autrement. Au cas où le M23 se retirait, que va-t-il se passer par rapport à leurs revendications? La République va examiner leurs griefs au regard des accords qui avaient été signés par le gouvernement en 2009 avec les groupes armés du Kivu, accords qui fondent leur mutinerie. Si nous avons très bien compris ce qu'ils ont dit au chef d'État de la CIRGL, et le président, comme il l'a promis, répondra aux griefs légitimes de ce groupe. Lember Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Sur le terrain, toujours en RDC, l'ONU estime que près de 140 000 déplacés vivent dans les environs de Goma une semaine après l'occupation de cette ville par les rebelles du M23. Le programme alimentaire mondial parle de problèmes d'approvisionnement persistants suite à la fermeture de l'aéroport de Goma. Lubonga Biaombe. Selon Moustapha Koumaré, numéro 2 de la MONUSCO et coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo, près de 140 000 déplacés vivent dans la ville de Goma. Actuellement, nous estimons à peu près à 140 000 personnes déplacées autour de Goma. Il y a à peu près 13 000 des déplacés qui ont trouvé refuge dans des écoles. Il y a 2211 familles qui souhaitent retourner à Ruchuru. Mais ça, c'est vraiment encore des estimations. Les organisations humanitaires affirment que les besoins sont énormes, mais leur réponse est rendue difficile avec la fermeture de l'aéroport de Goma. Il faudra noter que pendant près d'une semaine, la ville n'était pas alimentée en eau et en électricité, alors que le choléra frappait déjà à ses portes. Signalons que le programme alimentaire mondial a procédé cette semaine à la distribution de la nourriture à près de 80 000 personnes et que des négociations sont en cours pour que les convois en provenance du Kenya ne soient pas bloqués à la frontière. Notons également que sur le plan sécuritaire, 1600 casques bleus sont présents dans la ville où ils organisent des patrouilles 24/24. Toutefois, plusieurs témoignages font état des exactions telles que les véhicules arrachés, les maisons pillées ainsi que les arrestations arbitraires. Écoutons Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons rappelé et souligné encore aux autorités du M23 qu'avec la présence de leurs militaires dans la ville, ainsi que effectivement dans toute la zone occupée par les forces du M23, ils portent toujours une responsabilité pour toutes les actions faites dans ces zones, dans le sens de violation de droits humains ou bien d'autres problèmes. Signalons enfin que lors de l'entrée du M23 à Goma il y a une semaine, près de 1200 pensionnaires se sont évadés de la prison centrale de Goma, parmi lesquels des criminels notoires et certains parmi ces évadés profèrent ouvertement des menaces contre les magistrats et autres membres du corps judiciaire. Kinshasa, Lubunga Biaombe pour... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les rebelles du M23 acceptent donc sur le papier de quitter Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 annonce que ces hommes se retireront de la ville avant la fin de la semaine. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs leur avaient donné jusqu'à lundi soir pour évacuer Goma. Et depuis, les déclarations d'organisations internationales et de dirigeants africains s'étaient multipliées pour appeler les insurgés à se plier à cette recommandation, Boniface Vignon.
Soumis à une forte pression diplomatique, le chef d'état-major du mouvement a fini par accepter de quitter la ville. On nous a demandé de nous retirer à 20 km, nous allons le faire, assure le général Sultami Makenga, qui précise que l'ultimatum de 48 heures était trop court, mais demain ou après-demain, ces hommes auront quitté Goma. Le général déclare « Nous avons emprunté des camions aux civils pour transférer notre logistique vers Rutshuru. Rutshuru, cette localité adossée au Rwanda et à l'Ouganda. Mais tout en donnant des gages de sa bonne foi, le M23 ne lâche rien. Le chef de la branche politique du mouvement, Jean-Marie Runiga, affirme « Nous continuons à exiger des négociations directes avec le président Joseph Kabila. Côté gouvernement, on est plus que Saint-Thomas. Nous attendons de voir l'effectivité de ce retrait avant d'y croire », affirme Lambert Mende, et le porte-parole du gouvernement de réaffirmer l'engagement du numéro 1 congolais. Une fois qu'ils se seront retirés, le président Kabila va les écouter. Il va procéder à un réexamen des accords de 2009 et il va répondre aux griefs qu'il juge légitimes. Et justement, le président du M23, Jean-Marie Runiga, sera notre invité juste après ce journal. Les rebelles annoncent donc avoir déjà transféré des munitions, de la nourriture et des médicaments. Information confirmée par les Nations Unies qui font état d'indications montrant que le M23 commence à quitter Goma. Le principal conseiller militaire de l'ONU se rendra tout à l'heure dans la région, y compris au Rwanda, pour régler les modalités qui suivront le retrait des rebelles. Le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, souhaite que les Nations Unies supervisent ce retrait pour éviter de possibles exactions. La MONUSCO, plus que jamais, déploie ses patrouilles. La statistique de ces 3 derniers jours, c'est 84 patrouilles par 24 heures, de jour comme de nuit. Et je crois qu'une fois de plus, si une telle activité n'était pas déployée, il y aurait très certainement beaucoup de victimes, alors que pour le moment, ce que nous avons surtout au cours, je parle des tout derniers jours, c'est des informations qui reste à confirmer sur certaines exactions. Et tout cela, nous y travaillons bien sûr pour vérifier les faits. Mais je le redis, si la MONUSCO ne faisait pas le travail extrêmement méthodique et actif qu'elle fait tous ces jours-ci, je pense qu'il y aurait une situation potentiellement beaucoup plus grave. Des propos recueillis par Karim Lebourg. En plus de cette mission de protection de la population, le gouvernement congolais souhaite que les Nations Unies soient autorisées à faire preuve de plus de fermeté et que les casques bleus disposent d'un équipement militaire plus important pour mieux surveiller les frontières. Une résolution modifiant le mandat de la MONUSCO devrait être présentée au vote du Conseil de sécurité de l'ONU dans les semaines à venir. Un autre groupe rebelle de la région, les FDLR, a attaqué hier plusieurs localités au Rwanda. Des affrontements ont opposé environ 150 insurgés hutus rwandais à l'armée. Puis ils se sont repliés vers leur base dans l'est de la République démocratique du Congo. Laforge Fils Bayezé, porte-parole des forces démocratiques de libération du Rwanda, explique que ces attaques étaient une riposte à des actions menées par l'armée rwandaise. Effectivement, il y a eu des affrontements entre les militaires des FDLR et l'armée rwandaise dans les anciennes communes d'Orwerere, Moutoura, c'est dans l'ancienne préfecture d'Ogisenyi. Vous savez que les FDLR en 2005 avaient privilégié en fait la voie pacifique pour résoudre le problème rwandais et que du coup elle renonçait aux attaques au Rwanda. Mais depuis bientôt une année, l'armée rwandaise n'a cessé de mener des attaques contre les réfugiés rwandais. Il fallait qu'on aille à l'intérieur en fait combattre l'ennemi qui vient tuer les réfugiés. Est-ce que vos hommes ont profité, entre guillemets, du contexte d'instabilité en ce moment dans l'est de la RDC? Pas du tout. C'est une légitime défense. Je vous dis que depuis le mois de novembre 2011 jusqu'à présent, l'armée rwandaise est déployée ici à l'est du Congo à travers les groupes armés pour tuer les réfugiés. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps qu'on défende ces réfugiés. Le porte-parole des forces démocratiques de libération du Rwanda répondait à Charlotte Hydrac. Ces FDLR sont composés d'anciens responsables du génocide de 1994 et le gouvernement rwandais soupçonne Kinshasa de soutenir ce mouvement rebelle. Réponse du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Cette blague de FDLR à Kibumba est tombé aux mains du M23. Or, ces FDLR seraient venus de Kibumba. Comment le M23 occupant Kibumba, les FRDC s'y seraient trouvés avec des FDLR? C'est de la mise en scène. C'est vraiment tout petit, ça n'a pas de sens de parler comme ça. Les FDLR, si c'est des FDLR, sont partis d'un endroit contrôlé par le M23 qui a
fait partir l'armée nationale congolaise de Kibumba? Est-ce qu'on peut rappeler quand même que l'armée est au-delà de Goma et que nous parlons de Kibumba qui est au nord de Goma, que notre armée est au-delà de Saké au sud de Goma? Il suffit de prendre une carte pour balayer de telles inepties. Des propos recueillis par Guillaume. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rapporté avoir constaté d'importants mouvements de troupes du M23 quittant la ville. C'était hier à la ville de Goma. Toutefois, note le HCR, quelques combattants rebelles patrouillaient encore dans les rues de la ville. Mardi, l'Ouganda avait indiqué que les rebelles congolais ont accepté de quitter Goma. L'ONU de son côté a réitéré sa demande que cessent les appuis extérieurs au M23 et a menacé le groupe de sanctions. Un rapport des Nations Unies avait accusé le Rwanda et l'Ouganda de soutenir les rebelles congolais. Quant au M23 lui-même, il a indiqué que ses troupes quitteront Goma vendredi au plus tard. Réaction du gouvernement congolais à travers son porte-parole, Lambert Mende. Il accuse le M23 d'avoir commis des crimes de guerre. À l'hôpital militaire de Katindo, des éléments du M23 ont enlevé à la pointe des armes tous les blessés de guerre intransportables des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun, jusqu'à présent, n'a donné signe de vie à ses proches. Plusieurs centaines d'enfants de moins de 17 ans ont été contraints à s'enrôler dans les rangs des éléments du M23. Il s'agit bien de cas avérés de crimes de guerre qui doivent, du point de vue de notre gouvernement, être traités comme tels. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Pendant ce temps, à Kinshasa, hier, a rien une petite confusion à l'Assemblée nationale lors de la présentation par le Premier ministre de la situation de guerre au Nord Kivu. Quelques députés de la majorité se sont opposés à l'ouverture du débat, obligeant le président de l'Assemblée nationale à suspendre la séance. En rappel, les députés de l'opposition en République démocratique du Congo soupçonnent le pouvoir de Kinshasa d'entretenir la confusion au Nord Kivu en complicité avec les autorités rwandaises. De la capitale congolaise, voici le reportage de Lubunga Biaombe. Le Premier ministre Matata Ponyo est arrivé en début d'après-midi pour livrer aux députés nationaux sa lecture des événements de la province du Nord Kivu. Du Rwanda, avec des officiers du M23 ainsi que des personnalités congolaises dont la visée est de faire accréditer la thèse selon laquelle la communauté Tutsi au Congo était brimée et marginalisée par les pouvoirs en place. Après ces explications du Premier ministre, une députée de la majorité a pris la parole pour dire qu'elle ne voyait pas les raisons d'ouvrir un débat, provoquant un grand cafouillage dans l'hémicycle. De la majorité comme de l'opposition, quelques députés nous livrent leurs impressions. La salle a été prise en otage par un groupe de flatteurs qui tout simplement veulent montrer à ceux qui dirigent qu'ils sont de leur côté, qu'ils sont les personnes qu'il faut qu'ils défendent. C'est tout simplement ce groupe-là qui a pris la salle en otage et qui a fait capoter la séance. Bon, ce qui est vrai, il y a une certaine peur bleue. Nous avons dénoncé ce qui se faisait dans la désignation des responsables militaires à l'est du pays. Nous l'avons dénoncé, nous avons décrié. On ne peut pas tout dire. Il y a des choses stratégiques qu'on est responsable, qu'on ne peut pas tout dire. D'autant plus que maintenant nous sommes en guerre. Il faut que nous puissions voir les choses de la même manière. Éviter que le peuple puisse savoir ce qui se passe, mais cela équivaut aussi à la complicité. Cela frise également la haute trahison. Cette manière de faire les choses, s'ils pensent qu'ils sont en train d'appuyer le président Kabila, ils le tuent. Parce que lorsqu'on veut éclairer la lanterne du gouvernement, quelqu'un fait tout pour empêcher à ce que les députés que nous sommes, les élus que nous sommes, nous ne puissions pas éclairer le Premier ministre alors qu'il est venu pour se faire entendre et pour écouter les députés. Le chef de l'État fait un appel à la solidarité nationale. Mais les députés de la majorité empêchent les députés de l'opposition de présenter leurs préoccupations, plus particulièrement les députés élus du Nord Kivu. Rappelons que selon la Constitution, le président Joseph Kabila doit s'exprimer la semaine prochaine devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pour bon nombre de députés, ce sera sans doute l'occasion de fixer l'opinion sur les tenants et les aboutissants de la guerre du Kivu. Kinshasa, Lubunga, Biaombe pour BBC Afrique. Alors que les hommes politiques à Kinshasa ont du mal à s'accorder, la situation est plutôt d'urgence à Goma et dans la région. Les agences humanitaires tentent de faire leur part, font part de leurs inquiétudes quant aux effets des combats sur les populations civiles. Les habitants de Sakit et de Minova ont besoin d'aide et de nourriture. De nombreux civils blessés sont soignés à Goma. Michel Proust a contacté la porte-parole du CICR pour la République démocratique du Congo, Annick Bouvier.
Une de nos équipes dans la ville de Saké a vu des maisons pillées, des maisons détruites, des personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui n'ont pratiquement pas de vivres et n'ont pas accès à leurs champs. Dans les hôpitaux, que ce soit à Goma comme à Bukavu, on constate un afflux de blessés. Nous nous efforçons de soutenir certaines de ces structures avec une équipe chirurgicale qui travaille et qui a opéré une trentaine de personnes déjà depuis le 17 novembre. Maintenant, il manque du personnel, du matériel et des locaux pour prendre en charge rapidement ces personnes. À titre d'idée, dans un hôpital militaire de Goma, il y a 50 patients qui attendent d'être soignés. Pour nous, c'est important de rappeler aux parties au conflit qu'elles doivent permettre à nos équipes de travailler sur le terrain, de rejoindre ces populations et puis surtout qu'elles doivent respecter la population civile et la protéger. Annick Bouvier du CICR. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Congo, le M23 qui a promis de se retirer de Goma d'ici à demain estime que l'opération pourrait prendre plus de temps que prévu. Selon l'AFP qui dit citer Amani Kabacha, un porte-parole du M23, nous devons officiellement rendre la ville de Saké demain vendredi à des représentants de l'ONU et des pays voisins de la RDC, a déclaré Amani Kabacha. La rébellion se retirera ensuite de Goma plus tard dans la journée de vendredi ou peut-être le jour suivant, samedi, a-t-il ajouté. Dans la matinée, un porte-parole de la rébellion, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, avait déjà averti que l'opération prendrait du temps. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des colis, avait-il fait valoir, toujours selon l'AFP. J'ai demandé au porte-parole des FARDC, le colonel Olivier Amouli, comment on évaluait de leur côté les opérations de retrait des rebelles du M23. Oui, nous attendons par cela de la façon dont ils ont demandé la prolongation du délai. Je crois que c'était pour une façon pour eux de pouvoir chercher le butin de guerre parce qu'aujourd'hui, pendant la journée, en plein jour, ils ont pillé la population congolaise à Goma, véhicules, ils ont saccagé des maisons, congélateurs, télévision toute la journée et donc toute la population de Goma au désarroi. Et elle ne sait même pas à quel fait se vouer parce que ce soir, ils s'attendent encore au pire parce qu'ils l'ont fait pendant la journée et le soir c'est le pire. Et donc je crois que c'était une façon de chercher comment organiser ce pillage de la population congolaise afin de se retirer. On ne sait s'ils vont amener ces effets dans quel pays. Alors, mais le retrait va s'effectuer comme prévu, sans gros retard en quelque sorte. On ne sait pas encore, nous croyons toujours à leur bonne foi d'exécution de leur engagement, mais ce qui est venu encore aggraver la chose, c'est ce pillage-là, et on ne sait pas vraiment pour quelles raisons ils prétendent avoir pris les armes pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, et dans l'entretemps, se distinguer dans le pillage, se distinguer dans le mal, on vient aussi un défi à toute la communauté internationale. Eh bien, c'était le colonel Amouli, Olivier Amouli, qui est le porte-parole des FARDC. Il a dit aussi qu'il y a eu des pillages à Rutshuru. Et un de nos correspondants s'est rendu dans la ville de Saké et il a parlé aussi de pillage et d'extorsion. Pour sa part, mais on y reviendra tout à l'heure, pour sa part, le général François Olenga, chef d'état-major des forces terrestres en RDC, vient de déclarer que la guerre dans l'est de la RDC ne se terminera pas avec des négociations politiques. Pour lui, la seule solution, c'est la guerre. Il l'a dit aujourd'hui à Minova, à la fin de sa mission de réorganisation des troupes. C'est le commandant région qui prépare l'entrée de Goma. Okay. Moi, ma mission est terminée. Rentre à Kinshasa pour préparer la guerre. C'est-à-dire, on a compris que tout le monde dans le nord et le sud Kivu comprend que le langage de la guerre. Donc, le Congo a été victime pendant 15 ans des agressions extérieures. C'est assez. Je rentre demander à mes autorités de nous permettre de préparer la guerre. Et il n'y a plus de négociations sur négociations. Les négociations n'ont rien amené. Maintenant, c'est la guerre qui va amener la paix au Congo. Ça, c'est vous, les Européens, qui ont dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et nous préparons la guerre maintenant. En latin, civis pacem para bellum. Si vous voulez la paix,
préparer la guerre. Le général François Olenga, chef d'état-major des forces terrestres en RDC. Dans la cité de Saké, comme promis, les habitants se plaignent de leur côté de pillage de leurs maisons et d'extorsion, alors que les rebelles préparent leur retrait. Un autre correspondant de la Voix de l'Amérique, Gabe Jeslow, s'est rendu à Saké où il a pu parler à certains des habitants. Ils sont entrés dans notre maison un matin, dit-il, et ils ont pris notre argent, le matelas et un téléphone. Ils ont tout pillé et ils ont disparu. Au marché, Gabe a rencontré le marchand Emmanuel. Ils viennent et nous demandent de leur donner $50 pour les petites choses que nous vendons. Où est-ce que nous allons trouver cet argent? Il est préférable de prendre tous nos articles parce que nous n'avons pas cet argent. Gabe Joslow précise que les FARDC, qui doivent reprendre le contrôle de Goma et de Saké après le retrait des rebelles, avaient été accusés, eux aussi, de pillage de Saké lors de leur retrait et aussi d'abus à Minova. Mais Amani de Saké dit qu'il souhaitera de nouveau la bienvenue aux FARDC. Oui, c'est mieux parce que nous avons déjà vécu avec eux. Mais les rebelles du M23 viennent toujours ici pour nous intimider. Ils prennent tout, nous disent quoi faire et nous traitent comme des esclaves. C'était des extraits d'un reportage de correspondant de la Voix de l'Amérique, Gabe Joslow, à Saké, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis et l'Union africaine, quant à eux, veulent du concret sur la force neutre qui doit être déployée en RDC dans les secteurs contrôlés par les rebelles du M23 près de la frontière avec le Rwanda. Et la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton estime que le Rwanda doit aider à bloquer tout soutien à la rébellion. C'est l'un des résultats de la rencontre hier à Washington entre Mme Clinton et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Les précisions de Michel Joseph. Alors que les rebelles du M23 promettent de quitter Goma d'ici à vendredi, Mme Clinton a déclaré que le M23 n'a pas d'autre choix que de respecter les termes de l'accord conclu en Ouganda. Ils doivent respecter leurs engagements conformément à l'accord de Kampala pour cesser leurs attaques, se retirer de Goma et revenir aux positions qu'ils occupaient en juillet. Lors de cette réunion de Kampala, les présidents Joseph Kabila du Congo, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda s'étaient mis d'accord pour la mise en place d'une force internationale neutre dans la zone frontalière. Mais Kinshasa a souvent accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que n'a cessé de démentir Kigali. Pour Mme Dlamini Zuma, l'essentiel c'est plutôt d'aider ses leaders à faire cesser les combats que d'accuser un pays. Ils ont pris une décision pour mettre en place une force neutre. Le Rwanda était présent et a soutenu cette décision. Ils ont dit que le M23 doit quitter Goma et le Rwanda a soutenu cette décision. Pour nous, c'est ce qui est important. La secrétaire d'État américaine a déclaré que tous les leaders doivent bloquer les efforts de ravitailler les rebelles. Nous avons sans cesse demandé à toutes les parties, y compris le Rwanda, de jouer un rôle positif en aidant à parvenir à un règlement pacifique de ce conflit. Et cela inclut la fin de tout soutien au M23. Les États-Unis ont été réticents à accuser le Rwanda d'appuyer la rébellion congolaise. Mais, estime Sarah Morgan de Human Rights Watch, il est temps pour l'administration Obama d'essayer une autre approche. Cette stratégie a échoué. Nous avons vu le M23 non seulement prendre Goma, mais aussi marcher vers le nord. Et nous voyons qu'il continue de rester sur place. Nous voyons aussi un affaiblissement potentiel du président Kabila à Kinshasa. La chercheuse de l'Organisation de défense des droits de l'homme estime que dénoncer le soutien du M23 par le Rwanda ne suffira pas à lui tout seul pour résoudre la crise dans l'est du Congo, mais que ce sera un premier pas important. De nouveau, Sarah Morgan. Il faut mentionner le Rwanda. Il doit comprendre qu'il ne peut pas continuer à faire ce qu'il fait. C'est simplement inacceptable. Ces combats dans l'est du Congo ont fait plus de 285 000 personnes déplacées ces 8 derniers mois,
créant une situation humanitaire dévastatrice, pour citer Mme Clinton. À noter aussi que des travailleurs humanitaires ont été tués et des militants des droits de l'homme ont été enlevés, battus ou menacés de mort. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les rebelles congolais du mouvement M23 ont affirmé qu'ils vont se retirer aujourd'hui vendredi de la localité de Saké dans l'est de la République démocratique du Congo, puis de celle de Goma au plus tard samedi, et remettre officiellement ces villes à des représentants de l'ONU et des pays voisins de la RDC. Mais pour le porte-parole de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour le Congo, Mwanondje Mumbambaye, il n'en est pas question. Écoutez-le au micro de Mme Campbell Touré. D'abord, nous ne sommes pas informés, et deux, nous n'avons pas le mandat de gérer quelques parties, quelques territoires, que ce soit de la RDC. Si le M23 se retire, ils doivent remettre l'administration de cette partie qu'ils avaient occupée à l'autorité légale du pays. Ce n'est pas à la MONUSCO ni aux Nations Unies. La République démocratique du Congo n'est pas un État sous mandat des Nations Unies. Ils disent qu'ils veulent éviter le retour des FARDC et c'est pour ça qu'ils n'ont confiance qu'aux Nations Unies ou au moins aux représentants des pays voisins qui leur ont demandé de se retirer. Je pense que les négociations qui ont eu lieu à Kampala devaient gérer ce genre de problème et il n'a jamais été question que les Nations Unies devaient gérer cette ville. Il n'en est pas question. Donc vous confirmez, il n'est pas question que la MONUSCO gère Goma ou que ça soit repris par la MONUSCO après le départ du M23. La MONUSCO n'a pas mandat de gérer une ville. Ce n'est pas dans notre mandat. Donc il revient au M23 de remettre la ville de Goma aux autorités légales. Je le répète, la RDC n'est pas sous mandat des Nations Unies. Mwanondje Mumbambaye, porte-parole de la MONUSCO au micro de Mme Campbell Touré. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et les choses semblent vouloir bouger à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cyril Ben-Simon, vous êtes l'envoyé spécial de RFI là-bas. Alors, selon l'ONU, des policiers sont arrivés ce matin dans la ville pour la sécuriser, en prévision donc d'un retrait des rebelles du M23. Le principal événement aujourd'hui, c'est en fait à Goma l'arrivée d'un contingent de policiers en provenance de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, près de 280 agents des forces de l'ordre qui avaient fui la ville lors de l'entrée du M23. À Goma sont donc de retour, mais pour l'instant, ils sont encore massés au port dans le bateau qui les a transportés jusqu'ici, dans l'attente de leur déploiement en ville. Ceux-ci sont protégés par des casques bleus de la MONUSCO. Les conditions de ce déploiement ne sont pas encore connues. Comment vont-ils travailler avec leurs confrères restés sur place et qui pourraient être accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi ou bien avec les policiers affiliés au M23? Bien des questions restent en suspens et le risque de voir deux administrations parallèles se mettre en place ou bien encore des règlements de compte éclatés existe réellement. Concernant maintenant le retrait militaire du M23, celui-ci est encore timide. Des munitions ont été sorties de Goma. À Saké, au sud de la ville, le détachement a été allégé et plusieurs officiers de la rébellion confirment que l'ordre de retourner sur des positions à 20 km de Goma a été donné. Cela dit, des soldats du M23 sont encore présents à Goma. Cyril Ben-Simon, en direct à Goma, où la ligne est un peu difficile, comme vous avez pu le constater. J'ajoute que le gouverneur de la province du Nord Kivu se déclare surpris des intentions du M23 pour l'administration de Goma et de ses environs. Un responsable de la rébellion a dit à RFI que le groupe rebelle envisageait de nommer, là, dans les 2 jours, des cadres régionaux, puis un gouverneur de province. Contacté par nos soins, l'actuel gouverneur, Julien Paluku, rappelle le M23 à ses engagements de Kampala. Le retrait de Goma, poursuit le gouverneur, vise et les éléments armés et les responsables politiques. Paluku estime aussi que la rébellion n'est pas habilitée à nommer des gouverneurs dans la mesure où au Congo, ils sont élus par l'Assemblée provinciale et ils ne sont pas nommés.